Il pesait 56 tonnes. Il était équipé d'un canon de 88 mm capable de traverser un bâtiment comme un couteau chaud traverse du beurre. Son blindage frontal était si épais que les obus alliés ricochaient comme des cailloux contre un mur. C'était le Tiger E, le plus redoutable chasseur de chars de la Seconde Guerre mondiale. Selon tous les manuels militaires existants, la femme qui se tenait là aurait déjà dû être morte. On ne combat pas un Tiger avec des ustensiles de cuisine. On s'enfuit, on se cache ou on meurt. Pourtant, un mardi matin de 1944, dans une ville réduite en ruines, les manuels avaient tort. La physique ne se soucie pas de la doctrine militaire. Et cette femme allait prouver qu'un simple morceau de fonte de $50 pouvait accomplir ce qu'une arme anti-char valant $1 million ne pouvait pas. Elle ne se contenta pas d'arrêter le tank, elle le ridiculisa. Pour comprendre pourquoi une simple poêle est devenue une arme légendaire, il faut d'abord comprendre le cauchemar auquel elle était confrontée. À l'été 1944, le Panzer allemand provoquait une terreur psychologique qui paralysait non seulement les civils, mais aussi les soldats endurcis. On appelait cela la phobie du tigre. Reconnu médicalement parmi les forces alliées, cet état faisait que les hommes se figeaient, paniquaient et quittaient leur position rien qu'au son du moteur. Et quel son! Le Tiger rugissait avec son immense moteur Maybach HL230. Ce n'était pas un simple vrombissement. C'était un hurlement mécanique qui faisait trembler les pavés et pénétrait dans les os. Avant même de voir un Tiger dans les rues étroites de Varsovie, on pouvait le sentir. L'eau des flaques vibrait et les vitres des fenêtres tremblaient jusqu'à éclater. C'était le son de la mort imminente. Le Panzer VI, le Tiger, n'était pas qu'un simple char. C'était une forteresse mobile conçue par des ingénieurs obsédés par l'invincibilité. Son blindage frontal était de 100 mm d'acier trempé. Pour mettre cela en perspective, un Sherman américain ou un Cromwell britannique devait s'approcher à portée suicidaire, parfois à moins de 500 mètres, juste pour érafler la peinture. Pendant ce temps, le Tiger pouvait les détruire depuis 2 kilomètres. Il pouvait se garer au bout d'une longue avenue et anéantir tout ce qui bougeait sur 20 pâtés de maisons. C'était une machine faite pour les champs ouverts, pour dominer les plaines de Russie. Mais en 1944, il était utilisé à une fin bien plus sombre. Raser une ville, bloc par bloc. Pour les résistants coincés dans la Varsovie occupée, la situation était désespérée. Ce n'étaient pas des soldats avec un appui aérien. Ils n'avaient pas d'unité d'artillerie, pas de radio pour appeler des frappes aériennes. C'étaient des enseignants, des mécaniciens, des infirmières, des étudiants universitaires et des grands-mères. Ils combattaient dans les rues, en vêtements civils, armés de pistolets volés, de fusils de chasse et de grenades rouillées de la Première Guerre mondiale. C'était l'armée de l'intérieur, l'armée Krajowa, affrontant l'armée la plus mécanisée de l'histoire avec pour seules armes le courage et la rage. Quand un Tiger apparaissait sur une place, la résistance mourait généralement. Mathématiques simples et brutales. Un cocktail Molotov pouvait érafler la peinture, mais à moins de toucher parfaitement les ventilations du moteur, le char continuait d'avancer. Une grenade contre les chenilles du Tiger étaient des plaques d'acier solide, plus larges que la poitrine d'un homme. La grenade était immédiatement écrasée et le lanceur réduit au silence. La résistance regardait, horrifiée, leurs balles ricochaient contre la carapace d'acier de ces monstres. Ils regardaient les Tigers tourner lentement, méthodiquement, faisant s'effondrer les immeubles où se cachaient les familles. Ils comprirent vite que le courage ne suffisait pas. On ne peut pas être courageux face à un mur d'acier de 56 tonnes. Il fallait être intelligent ou fou. En 1944, Varsovie était étouffée. Les Allemands avaient déployé des unités spéciales pour raser la ville. Ils avaient amené le Sturm Tiger, une bête hideuse tirant des chars propulsés capables de détruire un immeuble d'un seul coup. Ils avaient amené le Goliath, des mines télécommandées qui se déplaçaient sur les décombres comme des scarabées mécaniques pour faire sauter les barricades. La ville se transformait en paysage lunaire de béton brisé et de barres d'armature tordues. La résistance avait besoin d'un miracle. Mais les miracles étaient rares. Alors, ils se tournèrent vers la science. La science du désespoir, dans les sous-sols des bâtiments ruinés, sous les bombardements incessants, une forme étrange de développement d'armes émergeait. Des résistants, étudiants en chimie et ouvriers d'usines se rassemblaient pour résoudre un problème. Comment tuer un Tiger sans canon anti-char? Ils essayèrent tout, et la plupart mouraient en essayant. D'abord, la bombe collante, concept emprunté aux Britanniques.
des chaussettes ordinaires remplies d'explosifs plastiques et recouvertes de graisse épaisse. L'idée, un coureur sprintait jusqu'au char, collait la bombe, tirait la mèche et s'enfuyait. En théorie, la graisse maintiendrait la bombe jusqu'à l'explosion. En pratique, catastrophe, la poussière et les débris faisaient perdre l'adhérence. La bombe glissait et tombait par terre, explosant sans effet, tandis que le char mitraillait le coureur. Ensuite, les catapultes à essence, fabriquées avec des ressorts de lit et des planches pour lancer des cocktails Molotov derrière les barricades. Mais le moteur du Tiger était haut et les bouteilles se brisaient souvent sur le blindage frontal, créant un mur de feu qui aveuglait momentanément le conducteur mais ne stoppait pas le char. Il écrasait simplement la barricade et tout le monde derrière. Puis, les attaques aveuglantes. Les enfants, surnommés les petits tigres, se portaient volontaires pour des missions suicides. Ils couraient avec des couvertures mouillées, des manteaux ou des seaux de boue pour obstruer les viseurs du char. Héroïsme suprême. Mais les Allemands apprirent vite, marchant avec de l'infanterie pour abattre ces jeunes. Un enfant sprintait, couverture en main, et était abattu avant même d'être à 3 mètres. Les tanks semblaient invincibles, prêts à tout. Le moral de la résistance fléchissait. Comment combattre un dieu de la guerre? Voir ses amis mourir en essayant de l'attaquer, ses barricades écrasées comme des allumettes. Le Tiger devenait le symbole de la défaite inévitable. Mais dans le chaos du secteur 4, dans la vieille ville, une femme regardait les tanks autrement. Elle n'était pas soldate, pas formée à une académie militaire. C'était une cuisinière. Son nom s'est perdu dans les livres d'histoire, souvent appelée Magda ou simplement la dame de fer de la vieille ville. Mais son observation allait tout changer. Elle ne voyait pas le tank comme une arme. Elle le voyait comme une machine. Et en tant que cuisinière, elle comprenait que toute machine, comme un four, a besoin de respirer. Magda passa des jours à observer depuis une fenêtre fissurée du 3e étage. Elle regardait les Tigers se déplacer dans les rues étroites, encombrées de décombres. Elle remarqua quelque chose que les soldats avaient manqué. Ceux-ci fixaient le canon, terrifiés par la direction où il pointait. Magda, elle, regardait l'arrière du char. Elle remarqua que le Tiger, malgré son blindage et sa puissance, était une bête fragile. Il était surconçu. Son immense moteur générait une chaleur colossale. Pour éviter la surchauffe, le Tiger avait besoin d'un flux d'air constant et massif. Les prises d'air étaient situées sur le pont arrière, des grilles plates aspirant des milliers de mètres cubes d'air par minute. Elle observa aussi le comportement des équipages. Dans les champs ouverts de Russie, le Tiger régnait en maître. Mais ici, dans les ruelles étouffantes de Varsovie, les équipages étaient terrifiés. Ils étaient complètement enfermés à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se trouvait directement à côté ou derrière eux. Le char avait d'énormes angles morts. Si vous étiez à 3 mètres du côté, le tireur ne pouvait pas vous voir. Le conducteur non plus. Vous étiez invisible. Magda réalisa que le char avait 2 faiblesses. Il était aveugle et il avait besoin de respirer. La légende de la poêle ne commença pas comme une opération militaire calculée. Elle commença, comme beaucoup de grandes inventions, par une erreur. Un accident désespéré et terrifié. Cela se produisit lors d'un raid près de la place du marché. Un Panzer III allemand, cousin plus petit du Tiger, avançait lentement dans une ruelle étroite à la recherche d'un poste radio de la résistance. Les combattants dans le bâtiment au-dessus étaient à court de munitions, de grenades, de toutes options. Le char s'arrêta juste sous leur fenêtre, sa tourelle pivotant pour tirer sur l'entrée. Dans la cuisine du 2e étage, un combattant nommé Jean entra en panique. Il saisit le premier objet lourd qu'il toucha, une grande poêle en fonte utilisée plus tôt dans la matinée pour frire du lard. Elle était lourde, noire et encore glissante de graisse. Avec un cri de frustration, Jean lança la poêle par la fenêtre. Il ne visait pas. Il voulait juste frapper quelque chose. La poêle tourna dans les airs. Elle ne toucha pas la tourelle, pas le canon. Elle atterrit à plat, avec un bruit métallique sourd, directement sur le pont moteur arrière du Panzer. La physique prit le relais. La poêle était lourde, le vent ne la fit pas dévier. Elle était plate, et parce qu'elle était tendue de graisse et que le pont moteur était chaud, elle ne rebondit pas. Elle glissa sur la grille métallique comme un palais de hockey sur la glace jusqu'à s'écraser contre l'anneau de la tourelle. Là, elle resta, couvrant la prise d'air principale. Ce qui se passa ensuite fut inattendu.
À l'intérieur du char, la dynamique changea instantanément. L'énorme moteur, soudainement privé d'oxygène, commença à s'étouffer. Le mélange air-carburant devint trop riche. Le moteur toussa. Une épaisse fumée noire commença à s'échapper de l'échappement, puis de la prise d'air elle-même. Pour l'équipage, ce n'était pas une poêle. La perte soudaine de puissance, le moteur qui s'étouffe et l'odeur d'huile brûlée signifiaient une seule chose, le feu. Ils pensèrent qu'une bombe incendiaire avait frappé le moteur. Ils crurent que les conduites de carburant brûlaient. Dans un char, le feu est l'horreur ultime. Vous avez quelques secondes pour sortir avant de brûler vif. La trappe vola ouverte. L'équipage sauta, les mains en l'air, toussant, s'attendant aux flammes. Ils furent accueillis par des résistants qui les tenaient en joue, confus. Les combattants regardèrent le char. Il n'y avait ni feu, ni bombe. Il y avait juste une poêle posée innocemment sur le pont arrière, étouffant la vie du moteur. La nouvelle de l'incident de la poêle se répandit dans les réseaux de résistance comme une traînée de poudre. La plupart des hommes en rirent, parlant d'un coup de chance. Ça ne se reproduira pas. On ne peut pas faire la guerre avec des ustensiles de cuisine. Mais Magda ne ria pas. Elle arrêta de cuisiner et commença à calculer. Elle se rendit dans les cuisines abandonnées du quartier. Elle rassembla des poêles, lourde, en fonte. Elle réalisa que la poêle n'était pas simplement un objet lourd. Elle avait la forme parfaite, un disque aérodynamique et surtout creux d'un côté. Les Allemands possédaient une arme appelée Afdong, une mine anti-char magnétique, efficace, mais lourde, complexe et inaccessible à la résistance. Magda comprit qu'elle pouvait fabriquer une version primitive avec des objets ménagers. Elle rassembla un groupe de jeunes femmes dans un sous-sol. Elles n'étaient pas soldates. Elles étaient les coursières, les sprinteuses les plus rapides du quartier. Elle leur montra la poêle. « C'est mieux qu'une grenade, » dit-elle. Une grenade rebondit, explose trop tôt. Celle-ci reste. Elle développa une modification, remplir le dessous creux de la poêle avec un mélange de goudron et d'explosifs collants si elles en avaient. Sinon, une pâte épaisse de farine et d'essence, ou simplement de la graisse lourde. L'objectif n'était pas toujours de faire exploser le char. L'objectif était de boucher les évents, d'étouffer le monstre. Mais il y avait un hic terrifiant. Pour utiliser cette tactique, il ne suffisait pas de lancer la poêle par la fenêtre. Il fallait la placer. Il fallait courir vers le char, entrer dans sa zone morte, grimper sur le pont arrière pendant que le char avançait, et déposer la poêle sur les évents. C'était une mission suicidaire. Il fallait du sang-froid. Il fallait laisser passer le char, attendre que la mitrailleuse ne puisse pas tirer, courir dans la poussière, saisir le métal brûlant du char, se hisser et livrer le chargement. Magda appela des volontaires. Les hommes hésitèrent. Cela semblait insensé, courir vers un Tiger avec une poêle. Mais les femmes de la résistance se présentèrent. Elles en avaient assez de se cacher, assez de mourir de faim. Elles comprenaient la logique. Si les hommes combattaient avec des armes, les femmes combattraient avec la ruse. Elles s'entraînèrent sur un camion détruit, sprintant, grimpant, frappant la poêle. Le bruit métallique devint leur rythme. Elles apprirent à envelopper le manche de chiffon pour ne pas glisser avec la sueur. Elles apprirent à se déplacer par paires, l'une pour distraire la tourelle avec un fusil, l'autre pour courir. Le test arriva plus tôt que prévu. Le 14 août 1944, le sol trembla dans le secteur 4. La poussière tomba du plafond de leur quartier général souterrain. Les guetteurs crièrent « King Tiger !» King Tiger venant du nord. Ce n'était pas juste un Tiger ordinaire. C'était le King Tiger, 70 tonnes, blindage incliné le rendant pratiquement invincible face à toute arme alliée. Une bête immense, une montagne de métal mouvante, capable d'écraser une maison sans ralentir. Elle fonçait droit sur l'hôpital de réfugiés dans la vieille ville. La résistance n'avait plus d'armes anti-chars. Le lanceur PAT était cassé. La dernière bombe Gammon avait été utilisée la veille. Il n'y avait rien entre le King Tiger et l'hôpital, sauf les décombres et l'escouade de Magda. Magda regarda la jeune femme à côté d'elle, une fille nommée Ua, à peine âgée de 20 ans, ancienne étudiante en soins infirmiers. Ua tremblait de peur. Ses mains étaient secouées, mais elle ramassa la lourde poêle en fonte noire. Le dessous était rempli d'un mélange collant de goudron et d'explosifs. « Attends la poussière » murmura Magda. « Attends le virage » Le bruit du King Tiger était désormais assourdissant.
Le grincement des chenilles ressemblait au hurlement d'une banshee. Le char tourna au coin de la rue, son immense canon de 80 centimètres balayant la rue et renversant un lampadaire. Il s'arrêta. Le commandant ouvrit la trappe pour observer les débris. Magda hocha la tête. Le tireur d'élite sur le toit tira un seul coup qui ricocha sur la coupole du commandant. Celui-ci se replia à l'intérieur. La trappe se referma avec fracas. Le char était fermé. Aveugle, Ua inspira profondément. Elle saisit la poignée de la poêle. Puis elle se mit à courir. Elle sortit de la porte en trombe, un flou de robe grise et de détermination, fonçant droit sur le monstre de 70 tonnes. C'est ici que les livres d'histoire terminent généralement le chapitre par la charge courageuse. Mais nous allons ralentir l'action, car ce qui se passa dans les 10 secondes suivantes défia toutes les lois de la guerre. Ella ne fut pas touchée. Elle pénétra dans le nuage de poussière. Elle atteignit le côté du char en mouvement. Elle saisit le câble de la chenille et se hissa sur le dos de la bête. Elle chevauchait maintenant le tigre. La chaleur du moteur brûlait à travers ses chaussures. Les vibrations faisaient trembler ses dents. Elle se précipita vers le centre du pont, chercha la grille d'admission principale, leva la poêle en fond au-dessus de sa tête comme un marteau divin et la frappa sur le métal. Le métal résonna d'un clalk strident. Ua plaça la poêle sur la prise d'air principale du King Tiger. L'impact ne ressemblait pas à une arme, mais à une cloche d'église sonnant en enfer. Le goudron et les explosifs collants, remplissant le dessous creux de la poêle, fondirent instantanément et se lièrent au métal brûlant de la grille du char. Ella ne perdit pas de temps à vérifier si cela fonctionnait. Elle roula sur le côté du monstre de 60 tonnes en mouvement, heurta les pavés et tomba dans les ruines juste au moment où la tourelle du char commençait à se tourner vers elle. Mais la tourelle n'acheva jamais sa rotation. À l'intérieur de la bête, la réaction fut immédiate et catastrophique. Le moteur Maybach du King Tiger était un animal affamé. Il aspirait d'énormes quantités d'air pour fonctionner. La poêle d'Ewa venait de lui clouer la bouche. Le mélange collant avait scellé la grille. Le flux d'air fut réduit de 80% en une fraction de seconde. Le moteur ne s'arrêta pas simplement, il s'étouffa. Les injecteurs de carburant continuaient de pomper de l'essence, mais il n'y avait pas d'air pour la brûler efficacement. Le mélange devint extrêmement riche. Un violent retour de flamme secoua le véhicule massif. La fumée noire et vileuse, incapable de s'échapper par les évents obstrués, fut refoulée dans le compartiment moteur puis, surtout, dans la cabine de l'équipage. L'équipage allemand à l'intérieur ne comprenait pas qu'il avait été attaqué par un ustensile de cuisine. Tout ce qu'ils savaient, c'est que leur forteresse invincible était soudainement remplie de fumée suffocante et que le moteur mourait. Le commandant cria des ordres, mais personne ne l'entendait à cause de la toux. La température à l'intérieur du char monta en flèche. Ils supposèrent le pire, incendie catastrophique du moteur, munitions prêtes à exploser. La trappe vola ouverte. L'équipage s'extirpa, haletant, cherchant de l'air. Leurs visages étaient noircis par la suie. Ils sautèrent du pont, les mains levées, se rendant aux ruines désertes, terrifiés à l'idée que leur propre machine allait exploser. Observant derrière un tas de briques, le cœur battant contre sa cage thoracique comme un oiseau pris au piège, elle attendit l'explosion. Mais il n'y eut aucune explosion. Le char resta là, silencieux, fumant, vaincu. Un simple ustensile de cuisine valant quelques lotis venait de neutraliser l'arme terrestre la plus avancée, la plus coûteuse et la plus terrifiante sur Terre. Les combattants de la résistance émergèrent de l'ombre. Ils ne tirèrent pas. Ils se contentèrent de regarder. Ils s'approchèrent du King Tiger silencieux. L'un d'eux grimpa et examina le pont moteur. Là, elle était, la poêle en fonte noire fusionnée à l'évent, ridicule et triomphante contre la peinture camouflage. Ce moment changea la guerre dans le secteur 4. Ce n'était pas seulement une victoire tactique. C'était un séisme psychologique. La peur céda. La phobie du tigre s'évapora. La résistance réalisa que les monstres n'étaient que des machines et que toute personne assez courageuse pour s'en approcher pouvait les briser. Magda ne célébra pas. Elle savait que ce n'était que le début. Un char, c'était de la chance. 2, c'était un schéma. Mais pour sauver le quartier, elles avaient besoin d'une usine. Elle prit possession du sous-sol d'une boulangerie bombardée. Cela devint l'Heron Works, probablement la plus étrange usine d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait ni convoyeur, ni outils de précision. Juste des tables couvertes de casseroles, poêles,
bouilloire et seau. Magda organisa les femmes du quartier. Elles fouillèrent les ruines. Chaque appartement abandonné fut visité. Elles ne cherchaient pas de l'or ou des bijoux. Elles cherchaient de la fonte. Les poêles étaient la récompense. Mais elles ramassèrent aussi des couvercles lourds, des marmites et même des plateaux en métal. Elles perfectionnèrent la science. Elles comprirent que le mélange collant était la clé. Elles pillèrent une pharmacie endommagée pour les produits chimiques et une quincaillerie pour le goudron. Elles créèrent une pâte noire et visqueuse qu'elles appelèrent le goïk. Elle devait être assez collante pour adhérer au métal du char, mais stable pour ne pas exploser pendant que la coureuse la transportait. Elles réalisèrent aussi que différents chars avaient différents poumons. Le Tiger y avait des évents sur le pont supérieur, le Panther sur les côtés, et le plus petit Panzer IV avait des volets. Magda créa un livre de cuisine, littéralement un carnet manuscrit avec des croquis de chars allemands, indiquant exactement où la poêle devait être placée pour étouffer le moteur. Cela devint une arme standardisée, la mine Magda. Elle consistait en une lourde poêle remplie de goïk, parfois équipée d'un détonateur pour fusionner le métal, parfois utilisant uniquement la chaleur. Le manche était enveloppé de tissu pour une bonne prise. Mais fabriquer l'arme était la partie facile. Le plus difficile était le système de livraison, le facteur humain. Magda établit un parcours d'entraînement dans la cour. Il était brutal. Elle savait que l'hésitation signifiait la mort. Les coureuses, principalement de jeunes femmes, car plus rapides et légères, devaient s'entraîner à sprinter avec un poids lourd. Elles devaient apprendre à sauter sur un camion en mouvement. Elles devaient comprendre le rythme du tigre. Le Tiger avait un rythme de mouvement. Il tanguait, s'arrêtait, tournait, puis avançait. Il fallait bouger quand il s'arrêtait, rester immobile quand il bougeait, et exploiter les angles morts. Magda leur enseigna à observer la coupole du commandant. Si la trappe est ouverte, vous êtes mort. Si elle est fermée, la bête est aveugle. Fin août, les commandants allemands étaient confus et en colère. Des rapports arrivaient du secteur de la vieille ville, des chars désactivés sans qu'ils aient été touchés par des tirs anti-chars. Les équipages parlaient de mines fantômes apparaissant sur les ponts moteurs. Quand les chars désactivés furent récupérés, ils découvrirent les poêles. Au début, ils crurent à une blague, une moquerie. Mais quand les ingénieurs analysèrent le métal fusionné et les moteurs calcinés, ils réalisèrent le génie derrière cela. La résistance utilisait la chaleur du char contre lui-même. La réponse allemande fut impitoyable. Ils émirent un nouvel ordre, doctrine de soutien d'infanterie. Aucun char ne devait bouger sans une escouade de grenadiers marchant juste à côté. Ces soldats devaient surveiller les toits et, surtout, les zones mortes autour du char. Ils devaient tirer sur toute personne portant quoi que ce soit. Les rues devinrent un abattoir. Les premières coureuses qui essayèrent la tactique de la poêle après ces ordres furent abattues instantanément. Ua regarda son amie, une fille nommée Zofia, courir vers un charpenteur pour être mitraillée par un soldat caché derrière les chenilles. Sophia tomba, la lourde poêle cliquetant sur les pavés à côté d'elle. Le char passa dessus toutes les deux. La tactique échouait. Le moral de la résistance s'effondra à nouveau. On ne peut pas courir vers un char s'il a 10 gardes du corps. Magda était assise dans le sous-sol de la boulangerie, fixant son tas de poêles inutilisés. Les femmes la regardaient, attendant. Les chars avançaient à nouveau. L'hôpital était sous le feu. Elles avaient besoin d'un nouvel angle. Magda regarda les poêles, puis les ruines. Elle réalisa qu'ils attaquaient le char là où il était le plus fort, au niveau de la rue. Mais la ville était verticale. Les ruines faisaient 3 ou 4 étages de haut. « Nous n'allons pas vers eux, dit-elle. Nous les laissons venir à nous. » Elle développa la tactique de la chute. Elle ne pouvait plus s'approcher assez pour placer les poêles à la main. Elles allaient donc les laisser tomber. Utiliser la gravité. Cela nécessitait une précision incroyable. Il fallait attirer un char à s'arrêter directement sous une fenêtre ou un balcon spécifique. Cela impliquait un appât. Un combattant tirait quelques coups depuis une fenêtre du sous-sol pour attirer l'attention du char. Le char s'arrêtait, tournait sa tourelle pour tirer sur le sous-sol. Et à ce moment, pendant que le char était immobile et concentré sur la cible, une coureuse du 3e étage se penchait. Mais laisser tomber une poêle n'était pas comme laisser tomber une bombe. Si elle tombait mal, elle ricochait. Elle devait atterrir à plat. Magda expérimenta. Elle ajouta des rubans de tissu aux manches des poêles, comme une queue de cerf-volant. Cela stabilisait la chute, assurait que la poêle atterrisse face collante en bas.
Le premier test de la chute fut le moment le plus terrifiant de toute la campagne. Une escouade de 3 Panzers descendait la rue Kolinsky. L'infanterie protégeait parfaitement les côtés. Aucune coureuse ne pouvait passer. Magda et Ella étaient au 3e étage d'un immeuble bombardé. Le plancher s'affaissait. Les murs étaient partis. Elles étaient exposées. Le char de tête grondait en dessous. L'infanterie balayait le niveau de la rue à la recherche de coureuses. Elle ne levait pas les yeux. Pourquoi le ferait-elle? Qui laisse tomber des ustensiles de cuisine du ciel? Magda tenait la poêle modifiée. Elle était lourde. Ses bras tremblaient. Elle fit signe à l'équipe d'appât en bas. Un coup de feu retentit depuis le sous-sol de l'autre côté de la rue. Le char de tête s'arrêta violemment. La tourelle pivota à gauche. L'infanterie se mit à couvert, visant le sous-sol. Le char était immobile. Magda se pencha. Elle ne la lança pas. Elle se contenta de lâcher la poêle. Le temps sembla ralentir. Le disque noir tomba pendant 2 secondes. Il tourna légèrement, la queue de tissu corrigeant son angle. Clalg! Parfait! Il frappa le centre exact de la grille du moteur. L'impact fut assez fort pour surprendre l'infanterie en bas. Ils levèrent les yeux, confus, mais il était trop tard. La bombe collante adhéra. Le moteur s'étouffa. Mais Magda n'avait pas fini. Maintenant, cria-t-elle. Des fenêtres tout le long de la rue, d'autres femmes apparurent. C'était une embuscade, mais pas avec des armes à feu. C'était une pluie de fer, poêles, casseroles, plateaux métalliques lourds et collants tombés sur la colonne. Le 12e char fut touché à la bague de la tourelle. La poêle bloqua le mécanisme. Le tireur tenta de manœuvrer, mais les engrenages sautèrent avec un horrible crissement. Le char fut effectivement désarmé. Le 3e char tenta de reculer, mais le conducteur, paniqué, recula dans un tas de débris et fit sauter une chenille. L'infanterie en bas tira au hasard sur les fenêtres, mais les femmes avaient déjà disparu, se fondant dans le labyrinthe de ruines. Dans la rue, le chaos régnait. Le char de tête fumait. Le 2e tournait sa tourelle inutilement. Le 3e était immobilisé. La colonne d'armure allemande invincible avait été stoppée par la gravité et les ustensiles de cuisine. Le succès de la chute changea la géométrie de la bataille. Les Allemands ne pouvaient plus se contenter de surveiller la rue. Ils devaient surveiller chaque fenêtre, chaque balcon, chaque trou dans chaque mur. Cela les ralentit. Ils devaient avancer au pas de l'escargot, tirant sur chaque étage supérieur avant de progresser. Cela donna du temps précieux à la résistance. Cela permit d'évacuer l'hôpital, de déplacer des armes, de survivre. Mais les Allemands n'étaient pas stupides. Ils s'adaptèrent à nouveau. Ils firent appel à la Luftwaffe. S'ils ne pouvaient pas prendre les bâtiments, ils les raseront depuis le ciel. Les Stukas arrivèrent. Les bombardements commencèrent. Magda savait que leur temps s'épuisait. La boulangerie fut touchée. L'Iron Works fut enterré sous des tonnes de briques. Elles se dégagèrent, toussant et saignant. Elles avaient sauvé de nombreuses poêles, mais perdu leur base. Elle regarda Magda. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Nous n'avons plus d'usine. Nous n'avons pas de point élevé. » Magda essuya le sang de son front. Elle regarda les femmes survivantes. Elle regarda les dernières poêles restantes. « Nous avons encore les égouts, » dit-elle. S'ils ne pouvaient pas attaquer par les côtés, et s'ils ne pouvaient pas attaquer par le haut, ils attaqueraient par en dessous. Les égouts de Varsovie n'étaient pas faits pour abriter des humains. Ils étaient étroits, remplis d'eau usée jusqu'aux genoux, noirs comme le charbon, et emplis de l'odeur d'une ville mourante. Mais en septembre 1944, ils devinrent la dernière voie de la résistance. Et ils devinrent le laboratoire final de la guerre de Magda contre les machines. Magda réalisa que, tandis que les Allemands contrôlaient le ciel avec leurs Stukas et les rues avec leurs tigres, ils ne contrôlaient pas le sol sous leurs pieds. Les chars avaient un défaut fatal qu'aucun blindage frontal ne pouvait réparer. Pour se déplacer dans la ville, ils devaient rouler sur des plaques d'égout. La tactique de la poêle évolua une dernière fois. Elle devint la mine d'égout. Les femmes travaillaient dans l'obscurité, guidées seulement par des lampes avec des piles mourantes. Elles prirent les dernières poêles en fonte restantes et les modifièrent. Elles n'étaient plus des disques aérodynamiques. Elles devinrent des charges creuses. Elles remplirent les poêles du dernier explosif restant, concentrant l'explosion vers le haut. Le plan était terriblement simple. Un observateur s'asseyait juste sous une plaque d'égout, respirant à travers un chiffon pour filtrer les fumées toxiques. Il écoutait.
Il attendait le bruit caractéristique des lourdes chenilles d'un char sur le pavé au-dessus. Quand le char passait sur la plaque, le monde devenait sombre, le ventre en acier de la bête bloquant les faibles rayons de lumière. C'était le moment pour l'observateur de pousser la poêle vers le haut, de la caler sous le char, là où l'armure était la plus fine, et de déclencher la fusée. Puis elle retombait dans la boue et fuyait. C'était une roulette russe jouée avec des chars de 50 tonnes. Si le timing était mauvais, les chenilles écrasaient la plaque d'égout. Et vous avec. Si la fusée était trop courte, la concussion dans le tunnel étroit des égouts aurait liquéfié vos organes. Mais cela fonctionna. Le 2 septembre, un charpenteur, gardant l'entrée de la vieille ville, bondit soudainement d'un pied dans les airs. Il n'y avait aucun tir, aucun soldat à proximité. Le char s'était simplement autodétruit depuis le dessous. L'explosion, concentrée par la forme de la poêle en fer, perça un trou droit à travers le plancher du char, enflammant le dépôt de munitions. La tourelle vola en éclats. Les équipages allemands étaient horrifiés. Le sol lui-même les attaquait. Ils cessèrent de rouler sur les plaques d'égout. Ils commencèrent à les éviter, ce qui les ralentit encore plus, les rendant vulnérables aux tireurs embusqués. L'impact psychologique fut dévastateur. Les équipages du Tigre invincible avaient maintenant peur des nids de poules. Mais l'attrition est un mathématicien cruel. Pour chaque char neutralisé par l'équipe de Magda, les Allemands en envoyaient 2 autres. Pour chaque combattant de la résistance qui survivait dans les égouts, 3 mouraient à cause du gaz, des attaques ou de l'épuisement. Le soulèvement était écrasé. La vieille ville tombait. Fin septembre, l'ordre d'évacuation fut donné. Les civils, les blessés de l'hôpital et les derniers combattants devaient se replier vers le centre-ville par les égouts. Ce fut un exode infernal. Des milliers de personnes rampant dans la saleté pendant des heures. Mais pour s'échapper, elles avaient besoin de temps. Les Allemands pressaient l'entrée des égouts à la place Krasinski. Une colonne blindée menée par un Sturm Tiger, un monstre conçu pour raser des bâtiments entiers avec des chars propulsés par fusée, avançait pour sceller le passage. Si le Storm Tiger atteignait la place, il effondrerait l'entrée des égouts. Des milliers seraient piégés et massacrés. Magda regarda Ewa. Elle n'avait plus qu'une poêle, une lourde poêle en fonte, cabossée et marquée, remplie de leur dernière pâte explosive. Un mélange volatile de dynamite récupérée et de goudron. Elle n'avait pas de hauteur avantageuse. Elle ne pouvait pas utiliser les égouts car le tunnel était rempli de réfugiés. Elle devait faire à l'ancienne, la voie difficile. Magda prit la décision. Elle saisit la poêle. Elle tendit à Ella son carnet, le livre de recettes des vulnérabilités des chars. « Vas-y, dit-elle, prends le livre, enseigne aux autres au centre-ville. » Ua refusa. Elle voulait rester. Mais Magda ne demandait pas. Elle poussa Ewa vers la plaque d'égout. « Quelqu'un doit leur dire comment nous avons combattu, » dit-elle. « Va. » Ewa descendit dans l'obscurité. La dernière chose qu'elle vit fut Magda debout dans les ruines d'une porte, resserrant le ruban autour du manche de la poêle, attendant le monstre. Le Storm Tiger est une bête aveugle. Il a un blindage massif, mais une très mauvaise visibilité. Il gronda dans la place, son lance-roquette colossal cherchant des cibles. Il ignora la seule femme dans la poussière. Pourquoi gaspiller une roquette pour une personne? Magda ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Elle attendit que la bête tourne son énorme canon vers l'entrée des égouts où les réfugiés fuyaient. Puis elle chargea. Ce n'était pas un sprint d'espoir. C'était un sprint de défi. L'infanterie allemande la repéra. Les balles soulevèrent la poussière autour de ses pieds. Elle fut touchée. Elle trébucha, mais elle se releva. Elle atteignit le côté du Sturm Tiger. Elle n'avait pas la force de grimper. Elle n'avait pas la force d'atteindre les bouches d'aération. Alors elle fit la seule chose possible. Elle coinça la lourde poêle en fer dans l'espace entre le pignon d'entraînement et la chenille. Cela n'aurait pas dû marcher. Une poêle contre une chenille de char. C'était ridicule, mais la poêle était en fonte. Elle était fragile, mais incroyablement dure. Elle se coinça dans les dents du pignon. Le couple massif du moteur tenta de forcer la chenille, mais le coin de fer tint une fraction de seconde. Crac! Le tenon du pignon se cassa. La chenille se déroula comme une courroie brisée. Le Sturm Tiger bascula vers la droite, sortit de contrôle et s'écrasa contre un mur, bloquant la rue. Le char n'était pas détruit. L'équipage était vivant. Mais le véhicule était immobilisé. C'était un blocage de 60 tonnes. Les autres chars derrière ne pouvaient pas passer.
L'infanterie ne pouvait pas avancer. Magda tomba près des chenilles. Elle ne vit pas les réfugiés s'échapper. Elle n'entendit pas l'équipage maudire. Elle sentit juste le fer froid de la poêle une dernière fois. Elle leur avait acheté 20 minutes, et 20 minutes suffisaient pour sauver 1000 vies. Le soulèvement de Varsovie se termina le 2 octobre 1944. Ce fut une défaite. La résistance se rendit. Les Allemands, sur ordre personnel d'Hitler, détruisirent systématiquement ce qui restait de la ville. Ils brûlèrent les bibliothèques, firent sauter les monuments et rasèrent les maisons. Varsovie devint une mer de ruines. 85% de la ville fut détruite. UA survécut. Elle traversa les égouts jusqu'au centre-ville, puis quitta la ville pour un camp de prisonniers. Elle ne portait que les vêtements sur le dos et un petit carnet, graissé glissé dans son manteau. Quand la guerre se termina et que les Soviétiques marchèrent, l'histoire du soulèvement fut étouffée. Le régime communiste ne voulait pas célébrer l'héroïsme de l'armée de l'intérieur. Il voulait l'effacer. L'histoire de Magda et des poêles en fer fut chuchotée dans des cuisines privées, jamais prononcée publiquement. Les chars furent démantelés. Les ruines furent reconstruites. Les poêles en fonte qui jonchaient les rues de la vieille ville furent récupérés par des récupérateurs et fondus pour fabriquer de nouveaux tuyaux, poutres et machines. Les preuves physiques de la guerre de cuisine furent effacées. Mais on ne peut pas effacer la physique et on ne peut pas effacer la mémoire. Pendant des décennies, les historiens militaires analysèrent la bataille. Ils examinèrent les rapports de pertes. Ils étaient déconcertés par le nombre de chars aux Allemands indiqués comme immobilisés pour panne moteur ou abandonnés pour sabotage mécanique dans le secteur 4. Ils ne comprenaient pas comment un groupe hétéroclite de civils, presque sans armes anti-chars, avait réussi à stopper une division de panzer d'élite pendant 2 mois. Ils imputaient cela à la faible fiabilité des Tigres. Ils blâmaient les rues étroites. Ils blâmaient l'incompétence allemande. Ils ne savaient rien des poêles. Ce n'est que dans les années 1990, lorsque le rideau de fer tomba et que les archives furent ouvertes, que la vérité commença à émerger. Des journaux intimes furent publiés. Une vieille femme vivant à Chicago publia ses mémoires. Elle montra au monde les croquis, la magdamine, les calculs de chute, les diagrammes pour étouffer un tigre avec une poêle. Alors, quel est l'héritage de cette histoire? Pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Nous vivons à une époque de guerre high-tech. Nous parlons de drones, de lasers et de cyberattaques. Nous supposons que la technologie gagne toujours. Nous supposons que le camp avec le plus gros budget et le blindage le plus épais est invincible. Mais l'histoire de Magda prouve une vérité intemporelle. La technologie a des angles morts. La complexité crée des vulnérabilités. Le char Tigre était une merveille d'ingénierie, mais il a été vaincu par un morceau de métal qui ne coûtait que 50 cents. Les Allemands ont construit une machine pour dominer le monde, mais ils ont oublié de protéger son souffle. Ils ont oublié que même un monstre a besoin d'air. Magda et les femmes de la vieille ville n'ont pas gagné la guerre. Varsovie est tombée. La tragédie est réelle et absolue, mais elles ont accompli autre chose. Elles ont brisé le sort de l'invincibilité. Elles ont prouvé que la résistance n'est jamais futile, même lorsque cela semble mathématiquement impossible. Elles ont pris l'objet le plus banal imaginable, un symbole de la vie domestique, une poêle, et l'ont transformé en symbole de défi. Elles nous ont montré que, lorsque l'on se bat pour sa maison, pour sa famille, pour son existence même, tout devient une arme. Chaque fois qu'un résistant neutralisait un char, il gagnait du temps pour qu'un enfant s'échappe. Chaque fois qu'il ralentissait une colonne, il permettait à une famille de disparaître dans l'ombre. Magda ne se battait pas pour gagner une médaille. Elle se battait pour quelques minutes, et ces minutes se sont traduites par des vies. Aujourd'hui, si vous traversez la vieille ville reconstruite de Varsovie, vous ne trouverez pas de statue d'une femme tenant une poêle. Il y a des monuments aux soldats, aux armes, aux généraux. Mais si vous regardez de près les murs de la cathédrale, vous pouvez encore voir les impacts des obus de chars. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez presque entendre l'écho, le grondement du moteur, le cri des chenilles et le clang fort et défiant du fer contre l'acier, le son d'une cuisinière déclarant la guerre à un roi. Cette histoire a failli être perdue pour toujours. Elle a été enterrée sous les décombres, la politique et le temps. Mais nous l'avons déterrée, car des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Si cette histoire vous a ému, si vous avez senti la chaleur du moteur et le poids de cette poêle en fer dans vos mains, faites-moi une faveur. Détruisez ce bouton like. C'est le seul moyen de montrer à l'algorithme que l'histoire compte.
Assurez-vous d'être abonné et que les notifications soient activées. Nous traquons chaque semaine les histoires inédites les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale, et vous ne voulez pas manquer la suivante. Et je veux vous entendre dans les commentaires. Quelle est l'arme improvisée la plus désespérée que vous ayez jamais entendue dans l'histoire? Était-ce une bombe collante, un cocktail Molotov ou une poêle en fer? Faites-le moi savoir ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs. Elle est écrite par ceux qui refusent d'abandonner. À la prochaine histoire.